Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver comme chaque jeudi entre 20h et 21h pour votre émission Santé 10. Ce soir, nous parlons de dépistage des cancers en général et pour vous en parler, bien sûr, des professionnels de santé sur le plateau. De dépistage et pour en parler, nous avons avec nous le docteur Ena Amo. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes médecin généraliste. Oui. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous avons avec nous le docteur Stéphanie Gaumont. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Une spécialité qu'on connaît très peu, en tout cas en faisant un petit micro-trottoir, j'ai vu que beaucoup de gens étaient un peu comme moi en fait, qu'on ne connaissait pas beaucoup cette spécialité. Anatomopathologiste, vous êtes, c'est bien ça. Comme ça qu'on dit. Ça. Voilà, on a avec nous le docteur Boris Espian, Véronique. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Médecin coordonnateur au CRCDC 971. C'est cela. Et nous avons avec nous Madame Vermeil Anassami, qui est donc sage-femme. Tout à fait. Maintenant, la sage-femme a un rôle très important dans le dépistage, et surtout en ce qui concerne les cancers féminins. Exactement. On va en parler. Bien, tout de suite, rentrons dans le vif du sujet avec le docteur Amo. Quand on parle de dépistage, est-ce qu'on pourrait planter un petit peu le décor à nouveau pour tous ceux et celles qui nous regardent, puisque nous savons que le docteur généraliste est toujours un petit peu la personne la plus proche de nous et qui nous conseille toujours. Et en termes de dépistage, là aussi, ça commence parfois chez le docteur généraliste. Oui, effectivement, le médecin généraliste, enfin le médecin traitant, médecin généraliste qui est aussi le médecin traitant le plus souvent. C'est surtout ça, le médecin traitant. Voilà, donc il a un rôle important à jouer dans tout ce qui est dépistage de tous les cancers en général, des dépistages aussi des autres maladies, les maladies chroniques, toutes les maladies, l'hypertension, le diabète, etc. Donc il a un rôle important à jouer. Alors c'est vrai que le dépistage, c'est d'abord demander à faire certains examens, parce que dépister, c'est chercher pour prévenir. Voilà, pour rentrer dans la prévention après. Donc, en matière de dépistage, oui, les médecins généralistes ont un rôle très important à jouer, que ce soit dans les pathologies gynécologiques ou autres, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà. Docteur Véronique, le nom est un peu long, j'oublie toujours Espian à la fin, le docteur Véronique Boris Espian, qui est médecin coordonnateur au CRCDC Guadeloupe. Juste avant de vous poser ma petite question, est-ce qu'on pourrait, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, leur dire un petit peu ce que c'est que le CRCDC? Alors, anciennement, la structure s'appelait Aguadec, donc ça parlera déjà un peu plus à une certaine partie de la population, et c'est donc une structure qui envoie des invitations à se faire dépister pour 3 cancers pour lesquels un dépistage organisé est mis en place. On peut bien sûr se faire dépister pour d'autres cancers pour lesquels il n'y a pas de dépistage organisé, je pense en particulier au cancer de la prostate, mais le dépistage organisé ne concerne que le dépistage du cancer du sein, du col de l'utérus et du cancer colorectal. Alors, juste pour que ce soit clair pour tout le monde, quand on dit dépistage organisé, si vous pouvez expliquer, ce serait très important pour certaines personnes. En ce qui concerne le dépistage que propose le centre de dépistage de Guadeloupe, c'est l'envoi de courriers qui invite à faire des examens qui sont pris en charge gratuitement. C'est le cas pour la mammographie dans le cadre du dépistage du cancer du sein. C'est le cas pour le dépistage par le test colorectal avec une petite tirette qu'on met dans les selles pour rechercher du sang qu'on ne voit pas à l'œil nu. Et c'est le cas donc maintenant pour le dépistage, l'analyse du frottis cervico-utérin qu'on peut proposer pour le cancer du col de l'utérus. Et c'est sur la base d'invitations sur des listings que nous fournit la sécurité sociale que nous pouvons envoyer des courriers d'invitation. Donc si quelqu'un ne reçoit pas son invitation et qu'il est assuré social, il peut appeler au CRCDC au 38 15 03 pour avoir une invitation.
docteur Hameau, le médecin traitant peut tout faire pour mettre en place le dépistage organisé, comme aussi il peut le refuser. Alors, refuser le dépistage, non, Ouais, on ne va pas pouvoir refuser le dépistage. En fait, ça se passe de la façon suivante. La personne est invitée à faire son dépistage. Par exemple, comme l'a dit le docteur Boris Espian, il y a le cancer du côlon, le cancer digestif du côlon, le cancer du col de l'utérus maintenant et le cancer mammaire. Donc le dépistage pour ces 3 types de cancers. En fait, les gens reçoivent une invitation et puis ils viennent chez le médecin pour demander un peu des conseils, etc. Notamment, c'est le médecin traitant qui distribue les palettes de prélèvement dans le cadre du cancer colorectal. Voilà. Donc ils arrivent, on leur donne une palette pour prélever leur sel et après pour l'envoyer par la poste quand ils ont fait le prélèvement. Pour le cancer mammaire, ils reçoivent un courrier avec des noms de radiologues. Parfois, ils nous demandent, ils peuvent demander à leur médecin traitant un conseil, quelquefois. Et puis, pour le cancer du col, ça va démarrer. Donc, pareil, nous aurons certainement un grand rôle à jouer là-dedans, puisqu'il faudra les diriger et également participer au prélèvement des prélèvements au niveau du col. Voilà. On va revenir tout à l'heure, puisque qui de mieux placé que le médecin traitant pour être présent à côté de son patient avant, pendant, après. Donc on va revenir tout à l'heure, mais j'aimerais me retourner vers le docteur Stéphanie Gaumont, qui est anatomopathologiste et qui va d'ailleurs nous expliquer un petit peu cette spécialité. Oui, c'est une question qu'on me pose souvent. Donc en fait, c'est l'analyse des prélèvements de tissus et de cellules qui est réalisée sur le patient. Et donc on va analyser de manière macroscopique et microscopique pour réaliser un diagnostic. D'accord. Donc pour être un peu plus concrète, ça va être le frottis du gynéco ou de la sage-femme. Quand on va chez le gastro-entérologue qui nous fait une fibroscopie, il va faire éventuellement des biopsies de l'estomac et c'est ces biopsies qu'on va analyser et porter un diagnostic. Selon vous, pourquoi cette spécialité est si peu connue? Alors elle est peu connue parce qu'on est très très peu en contact avec les patients. Il y a un intermédiaire en fait, ça va être le médecin traitant, la personne le préleveur. Nous on va porter un diagnostic et en fait ça va être le médecin traitant, le chirurgien qui va faire l'annonce aux patients. Donc nous on ne les voit pas. D'accord. Donc c'est pour ça que les gens ils nous connaissent très peu. En fait, votre spécialité, vous êtes plus en contact avec les autres médecins, les autres confrères. Voilà, c'est ça. On communique beaucoup avec eux, on a besoin de beaucoup d'eux aussi, des renseignements cliniques, mais le patient, en fait, on le voit très peu. À côté de vous, nous avons Madame Vermeil Anassami, qui est sage-femme. Pourquoi il était très important d'avoir une sage-femme sur le plateau? Parce qu'aujourd'hui, la sage-femme a un rôle hyper important quand on parle de dépistage et surtout les cancers féminins. Eh bien, vous êtes pratiquement directement concernés. Tout à fait. C'est vrai qu'on connaît la sage-femme souvent au décours d'une grossesse, d'un accouchement, mais on a un rôle parfois méconnu en ce qui concerne le dépistage. C'est notre rôle de faire en sorte que la santé de la femme soit préservée. Et nous nous occupons que des femmes en bonne santé. Lorsque l'on va découvrir un problème, une pathologie, c'est vrai que on va travailler ensuite soit avec le médecin généraliste, soit éventuellement avec le gynécologue obstétricien. Mais notre rôle est surtout un rôle de prévention, faire en sorte de maintenir la bonne santé de la femme. Donc on s'inscrit tout à fait dans le suivi gynécologique de prévention avec le dépistage des cancers féminins. Cancer du sein, cancer du col de l'utérus. Vous faites le suivi avec le gynécologue? Si la patiente... Ce que je veux dire, est-ce que c'est... En fait, ça se complète ce que vous faites tous les deux? Ça se complète,
Mais on va travailler en autonomie si la patiente ne présente pas de pathologie. Si elle est au départ en bonne santé, nous, tout au long de sa vie, on va vérifier qu'elle reste en bonne santé. Donc, on est en plein dans le dépistage. Et lorsqu'on va dépister une anomalie, eh bien, on va travailler en concertation à ce moment-là avec le médecin généraliste ou le gynécologue obstétricien, qui lui, tous les deux sont aussi des spécialistes de l'anomalie, du problème, de la femme. C'est le patient qui choisit de faire un chemin avec la sage-femme. C'est vrai qu'en France, on a le choix du praticien, donc la patiente a le droit de choisir qui elle veut pour son suivi gynécologique. Docteur Boris Espian, quelles sont les personnes qui sont concernées par le dépistage organisé? Alors, en ce qui concerne le dépistage du cancer du sein, la tranche d'âge est 50 et veille du 75e anniversaire, de 50 à 75 ans. D'accord. Et pour le dépistage colorectal, donc c'est les femmes et les hommes de 50 à 75 ans, pareil. Pour le cancer du col, la tranche d'âge est différente. Ça commence de 25 et ça finit un peu plus tôt, 65 ans. Donc voilà la population concernée par les dépistages organisés. Je voudrais quand même revenir sur le dépistage et ce que ça signifie. Ça ne veut pas dire que le dépistage des cancers commence à 50 ans, par exemple. Si on est d'une famille où il y a des cancers du sein, où il y a des maladies plus fréquentes, on va se soucier bien avant 50 ans. Il s'agit en fait d'inscrire l'idée du dépistage des cancers dans le processus normal de l'existence, et selon l'environnement dans lequel on est, on va avoir plus ou moins de risques. Si on n'a pas d'antécédents, on va commencer à 50 ans. Si on a des antécédents familiaux, on va commencer avant. Si on est un gros fumeur, maintenant on pense mettre en place le dépistage du cancer du poumon par des scanners chez des gros fumeurs dans certaines catégories. Donc il faut comprendre quel est son risque et comment on s'inscrit dans ce risque avec le cancer. Et là aussi, j'ai envie de dire que le médecin traitant joue un rôle primordial. Pourquoi? Parce que lui connaît un petit peu les antécédents, connaît un petit peu ce qu'il y a dans la famille. Et donc, quelquefois, eh bien, c'est vous qui conseillez de faire certains examens pour être sûr, parce que vous savez que dans la famille, il y a une pathologie ou autre. Tout à fait. C'est fréquent, c'est tous les jours pratiquement qu'on conseille, parce qu'on sait que dans la famille, il y a déjà eu tel type de cancer, et nous conseillons à nos patients de faire certains examens. Nous prescrivons aussi ces examens, et puis nous faisons un suivi régulier pour éviter d'arriver un peu trop tard sur un risque qu'on pourrait trouver beaucoup plus tôt. Voilà, notamment dans les cancers mammaires. Très souvent, il y a un suivi à faire quand une maman a eu un cancer du sein. On sait que tous ses descendants, c'est les filles, il faudra faire très attention pour faire leur suivi, très souvent. Docteur Boris Espian, on peut ne pas recevoir l'invitation? Tous les systèmes sont faillibles. Si pour une raison de changement d'adresse, de changement de caisse, le message n'est pas passé dans les listings de la sécurité sociale, nous n'aurons pas l'information que la personne a changé d'adresse. Le courrier ira à l'ancienne adresse, nous reviendra. On a en moyenne, alors j'ai peur de dire des bêtises, je crois que ça se compte en milliers de courriers qui ne trouvent pas leur destinataire. C'est-à-dire qu'on a des courriers qui reviennent, n'habitent pas à l'adresse indiquée, parce que le changement d'adresse n'est pas connu. Donc, quand on n'a pas son invitation et qu'on est dans la tranche d'âge et qu'on souhaite participer, il faut absolument appeler le centre de dépistage ou en parler à son médecin traitant. Très important. Cette émission, nous la faisons aussi avec les téléspectateurs qui nous laissent des questions sur le Facebook Santé 10, sur le Facebook Canal 10, mais souvent sur nos réseaux, nos WhatsApp, et on essaye de répondre au maximum aux téléspectateurs. Et on a Karine de Capesterre-Bello qui demande est-ce qu'on peut lui expliquer pourquoi, après avoir
été chez le médecin spécialiste anatomopathologiste et qu'on paye et qu'on reçoit quand même une facture après. Est-ce que c'est normal? Ah, ça, pour la facturation, je suis désolée. Alors je pose la question parce qu'elle est arrivée, il faut quand même la poser, mais ça c'est pas vous, c'est pas... Non, en fait, malheureusement, c'est pas moi qui gère cette partie. Je suis désolée. Donc on va conseiller à Karine de se renseigner. Oui. Et puis parfois il y a une petite chose qu'on peut aussi faire. Quelquefois, eh bien, on peut taper sur Internet et puis jeter un œil. Ça nous donne déjà une idée. Carole de Capesterre de Marie-Galante cette fois-ci demande: est-ce que la sage-femme fait donc le frottis? Oui, c'est un acte qui va s'inscrire justement dans la prévention. Donc, on pratique le frottis. C'est un geste qui est indolore, on le fait avec tact. C'est un examen gynécologique. C'est vrai que la femme est installée en position gynécologique. On va effectivement mettre un spéculum. C'est un mot barbare. Certaines personnes disent le bec de canard, mais peu importe, on est obligé de mettre un spéculum pour pouvoir ouvrir et voir ce col qui est tout au fond du vagin. Et à l'œil nu, on va déjà avoir une idée sur comment est ce col. Est-ce qu'il a un aspect clinique tout à fait normal ou est-ce qu'il y a déjà des petites choses qui peuvent nous interpeller? Et puis on va effectuer ce prélèvement avec une petite brosse toute douce. Et ensuite, on mettra les cellules dans un flacon avec un liquide qui va conserver et ça ira chez le médecin qui va faire l'analyse du prélèvement. Jean-Claude nous demande, Jean-Claude est à Toulouse et il demande quels sont les dépistages qu'on peut faire avec le CRCDC. On l'a dit ça déjà, hein. On a cité les 3 déjà. Alors je sais qu'il y a j'ai reçu déjà aujourd'hui un long courrier d'un monsieur qui demande à ce qu'on fasse le dépistage du cancer de la prostate. On sait que c'est un enjeu de santé publique important sur le territoire. Le dépistage organisé ne permet pas de faire des choses parce que j'aurais tout d'un coup envie de faire du dépistage organisé sur tel ou tel cancer. On répond à un cahier des charges qui est publié au journal officiel, donc nos bornes sont très strictes. Par contre, qu'il y ait sur le territoire des besoins de faire des dépistages, lorsqu'ils se mettront en place, ce sera le fruit de concertations pluriprofessionnelles, sûrement avec des médecins traitants, des médecins spécialistes, pour voir de quelle manière on met en place un dépistage. Je fais cette parenthèse pour expliquer qu'on ne met en place un dépistage organisé que lorsqu'on a un traitement, et lorsque ce traitement peut être mis en place de façon fiable, sans conséquences néfastes. Exemple, si on diagnostique, il y a énormément de cancers de prostate qui ne vont pas évoluer. Si on les diagnostique et qu'on enlève la prostate à tous les messieurs qui ont un cancer de la prostate, certains d'entre eux vont avoir des effets secondaires néfastes alors qu'ils n'avaient pas besoin qu'on leur enlève la prostate. Donc toutes ces questions nécessitent des discussions interprofessionnelles. Eh bien, ça évite la question de Charles-Henri qui demandait justement à quand le dépistage organisé pour le cancer de la prostate. Ça viendra, mais il faudra beaucoup de discussions avant pour qu'on soit clair sur ce qu'on fait. Je vous propose de marquer une courte pause et nous allons reprendre cette émission juste après. Et pour ceux et celles qui prennent en cours l'émission Santé 10, ce soir nous parlons des dépistages et nous avons avec nous le docteur Ena Amo, médecin généraliste, le docteur Stéphanie Gaumont, anatomopathologiste, le docteur Véronique Boris-Espian, médecin coordonnateur du CRCDC Guadeloupe et madame Vermeil Anassami qui est donc sage-femme. On a parlé de dépistage, on a parlé de dépistage organisé pour le cancer du sein, pour le cancer du col de l'utérus, le cancer du côlon. Je vais commencer par le dépistage pour le cancer du sein. Et peut-être qu'on peut déjà parler avec madame Anassami de la palpation, parce que ça, vous le faites. Oui. Vous le faites avec... Oui, tout à fait, ça fait partie de notre consultation de prévention. On va bien sûr prendre la tension, examiner la dame, interroger sur ses antécédents et on va effectivement faire un examen clinique
en palpant les seins. Et on va s'assurer qu'il n'y a pas de choses anormales, c'est-à-dire des petits glandillons qui seraient beaucoup plus importants, parce que quand on palpe un sein, c'est un peu glanduleux quand même, un petit peu. Donc on va s'assurer, s'il n'y a pas une boule un peu plus grosse que les autres, quelque chose qui ferait mal, bien sûr l'interrogatoire est important. Et si on découvre quelque chose, eh bien on va être amené à prescrire des examens complémentaires, soit l'échographie mammaire, soit la mammographie. Et les résultats, si tout est normal, ça nous revient, il n'y a pas de souci. Si par contre il y a une difficulté, on va l'orienter vers le médecin généraliste. Ça, c'est en dehors du dépistage organisé. Lorsque c'est organisé, la patiente va recevoir son invitation. Elle va se rendre auprès d'un radiologue de son choix. Pour une mammographie. Pour une mammographie. Et la mammographie sera interprétée par le centre de dépistage et par le radiologue. Il y aura une double interprétation. Docteur Boris Espian, pour le dépistage organisé pour le col de l'utérus, comment ça se passe? Quelles sont les différentes étapes? Un peu de la même manière que pour le dépistage du cancer du sein, les femmes sont invitées à se rendre auprès d'un professionnel de leur choix. Donc on a bien vu la sage-femme, le médecin traitant, le gynécologue et aussi certains laboratoires qui pratiquent des examens. Une fois le prélèvement donc suppose une consultation avec une position de gynécologie avec un prélèvement du col qui est donc mis dans un petit flacon et qui va aller dans un laboratoire d'anatomopathologie où il va être lu. Et en fonction du résultat, le professionnel recevra le résultat, la femme aussi. Et en fonction du résultat, si c'est normal, on renouvelle l'examen tous les 3 ans si on a entre 25 et 30 ans, tous les 5 ans si on a entre 30 et 65 ans, pardon. Et s'il est anormal, il conviendra d'adopter différentes possibilités selon l'anomalie rencontrée. Ça peut être un contrôle à distance, ça peut être traiter une infection qui gêne le dépistage, la lecture du frottis, ça peut être un examen à un an, ça peut être, tout dépend de l'anomalie retrouvée. Docteur Hameau, quand on n'est pas dans ce cadre-là du dépistage organisé, vous avez une patiente qui se plaint, qui a mal, ou alors vous, au toucher, vous sentez quelque chose de pas net. Qu'est-ce qui se passe? Comment vous procédez? Quelles sont les différentes étapes? Un peu la même chose? Alors, quand vous dites pas net, je pense que vous parlez du sein. Du sein, voilà. Alors, quand on reçoit une patiente, en général, beaucoup de médecins, la majorité des médecins font très souvent la palpation mammaire. Ça fait partie d'un acte médical. Donc cette palpation se fait. Si tout est normal, on rassure la patiente et puis ce sera la prochaine consultation. S'il y a quelque chose de ressenti, une boule, ou ça arrive que les médecins trouvent quelque chose et que la patiente ne l'a même pas remarqué, à ce moment-là, on déclenche les examens complémentaires. On va demander une mammographie si nous trouvons une masse que nous ne pouvons pas rassurer la patiente. Si c'est une jeune personne, ça dépend de l'âge, il faudrait que je sois quand même précise. Si c'est une jeune fille, par exemple, 18-20 ans qui vient pour renouveler sa contraception, on va prendre cet exemple. Très souvent, on va palper, on va faire une palpation mammaire. On va trouver une petite boule, et elle dit, chaque fois que j'ai mes règles, j'ai une douleur, ou je ressens quelque chose, etc. Dans ce cas-là, on va bien palper, on va essayer de la rassurer, et si on a une petite inquiétude, on va faire une échographie, parce qu'on va regarder quand même à quoi correspond cette boule mammaire. S'il s'agit d'une personne qui a un certain âge ou qui a des antécédents familiaux, comme on l'a dit tout à l'heure, on va demander une mammographie et le radiologue aura l'opportunité de faire une échographie si nécessaire. Voilà. Clotilde demande à quel moment on doit aller voir le médecin anatomopathologiste. Alors, on vient pas nous voir directement, sauf s'il y a un rendez-vous pour un frottis cervico-utérin qui peut se faire au laboratoire.
Mais ce sont surtout les médecins traitants, ceux qui vont faire des prélèvements, qui vont nous envoyer. Très bien. Parce que nous, on ne réalise pas les prélèvements. Donc, cette dame n'aura pas à nous voir directement, sauf si elle a besoin de renseignements sur un compte-rendu qu'on lui a donné. Qu'on avait déjà expliqué en début d'émission, mais beaucoup de nos téléspectateurs prennent parfois en cours l'émission et n'ont pas forcément les informations qu'on a données en début d'émission. La sage-femme fait le frottis, oui, on a répondu tout à l'heure à Carole. On a une question de Georgette qui demande, est-ce que quand on a un certain âge, on peut demander à être suivi par la sage-femme? La sage-femme est la spécialiste de la santé de la femme quand elle est en bonne santé. On va s'assurer qu'elle reste en bonne santé. Donc ça commence à l'adolescence, ça se termine au moment de la ménopause et peut-être un peu plus puisque l'on va faire la prévention des cancers féminins par le frottis jusqu'à 65 ans. Au-delà, il peut y avoir quelques pathologies. Et là, je pense qu'il faut faire le relais avec le médecin gynécologue. Alors, on a Christophe qui n'est pas content. Oui, il le dit, hein. Je ne suis pas content. Vous avez déjà beaucoup parlé du col de l'utérus, du sein, et personne ne parle du côlon. Mais il faut attendre, ça allait arriver, c'était en chemin. Alors, Docteur Boris Espian, comment ça se passe concernant le dépistage organisé pour le cancer du côlon? Alors, tout d'abord, c'est comme pour le cancer du sein. Si on a des antécédents familiaux particuliers de cancer soi-même, de cancer des intestins soi-même, ou dans la famille, ou la connaissance qu'on a d'avoir eu des polypes qu'on a enlevés, donc ces petites excroissances qu'on trouve au niveau des intestins, il est parfois préférable d'être suivi directement par un gastro-entérologue qui va juger de la fréquence à laquelle il faut faire les examens complémentaires, c'est-à-dire en général des coloscopies. Si on n'a aucun antécédent, si on n'a aucun signe particulier dans soi-même ou dans sa famille, dans ce cas-là, on peut se rendre auprès de son généraliste ou avec l'invitation du centre de dépistage à prendre cette fameuse pochette bleue si glamour qui permet donc de faire ce petit test dans les selles où on trempe juste une lancette dans des selles et ça va permettre de diagnostiquer la présence de sang. Quelques petites remarques concernant ce dépistage. Le laboratoire qui analyse est actuellement, pour l'instant, dans l'Hexagone, région parisienne. Il faut donc que le petit prélèvement qu'on a mis dans la petite pochette à cet effet prenne l'avion et aille jusqu'au laboratoire Cerba qui analyse en région parisienne. Le tout, entre le moment où on fait le prélèvement et le moment où il est lu, il ne doit pas excéder 6 jours. Ok. Donc, on ne fait pas à la veille du week-end qui nous attend. On ne fait pas à la veille du week-end du 1er novembre. On préfère le faire un lundi matin quand vraiment on sait que toutes les conditions sont réunies. Pendant le confinement, par exemple, il n'y avait pas d'avion. Donc on a arrêté de faire les prélèvements puisqu'en fait, on ne pouvait pas garantir qu'un prélèvement mette moins de 6 jours pour rejoindre l'Hexagone. Par exemple, pour Marie-Galante, ça peut être un problème supplémentaire, puisque voilà, il y a des notions comme ça. On espère que prochainement, le laboratoire sera pour toutes les Antilles-Guyanes en Guadeloupe. Mais ce n'est pas encore le cas. Donc pour l'instant, ils prennent encore l'avion. Bon. Croisons les doigts. Nous sommes dans la bonne direction. Ça vient. On nous demande pourquoi est-il important de refaire le test 2 ans après? Alors, les tests sont faits pour détecter de petites traces de sang. Mais un polype, donc cette lésion qu'on trouve au niveau des intestins, saigne par intermittence. Ce n'est pas quelque chose qui saigne tous les jours. Donc, selon le jour où on a fait le prélèvement, même si on a un petit saignement, il ne va pas se voir. Il faudra renouveler. C'est le renouvellement des tests régulièrement qui fait qu'on a peu de chances de développer un cancer sans que jamais ce saignement n'ait été mis en évidence. On sait que quand on participe une fois à un dépistage organisé du cancer du côlon, on a
un risque de mourir d'un cancer du côlon qui est déjà divisé par 2, le fait de l'avoir fait une fois. Mais plus on va renouveler de façon régulière, plus on va recueillir les rares fois où il aura saigné. Et un cancer, les cancers qu'on dépiste là sont en général des cancers d'évolution lente. Un cancer du côlon, c'est une petite dizaine d'années. Un cancer du col, c'est aussi une petite dizaine d'années, un peu moins, peut-être 8 ans. Un cancer du sein aussi, pour arriver à une forme importante, c'est aussi un cancer qui met quelque temps à s'installer. Donc c'est pour ça qu'on fait du dépistage. Alors, on a bien compris, docteur Gaumont, que le médecin anatomopathologiste n'était pas en contact direct avec le patient. Pour que ce soit plus clair pour tout le monde, est-ce que vous pouvez nous prendre un exemple? Alors, ok, il y a quelque chose, le médecin vous a envoyé ce qu'il faut. À partir de ce moment, comment ça se passe, les différentes étapes? Alors, on va prendre l'exemple du cancer du côlon. D'accord. On fait, du coup, ils vont faire une coloscopie. On voit une lésion. On fait une biopsie de cette lésion. La biopsie va nous être envoyée et à ce moment-là, on pourra dire si oui ou non il y a une tumeur, si c'est une tumeur maligne ou si elle est bénigne. Dans ce cas-là, après si elle est maligne, on va donner les caractéristiques de cette tumeur, juste sur la biopsie. Et de là, ça va permettre aux cancérologues ou gastro-entérologues de prendre en charge le patient de manière optimale. Alors pourquoi je vous demande de nous expliquer un petit peu les différentes étapes? Parce que ça va nous permettre de dédramatiser, puisque parfois il suffit qu'on soit au stade de faire l'examen, que nous sommes déjà en train de paniquer, alors qu'on ne sait pas encore si ce sera bénin ou malin, mais on panique déjà. Alors je me permets de dire ça parce que je pense que tous autour de nous, nous avons eu des personnes qui ont un peu paniqué, et ça nous aide pas, hein, ça nous aide pas. Tout à fait. Tout à fait. C'est vrai que les gens ont souvent très peur. Hein, ils ont peur d'aller faire les examens parce qu'ils se disent et si on découvre quelque chose, alors que c'était indispensable de faire pour analyser, comme disait le docteur Gaumont, pour analyser et savoir si c'est une forme grave ou non. Voilà. Et très souvent, c'est vrai, ça peut freiner et ça peut retarder même la prise en charge parce que les gens ne font pas les examens à temps. Voilà. Docteur Boris Espion, on a d'ailleurs des exemples de personnes qui paniquaient et finalement, il n'y avait pas vraiment de raison de paniquer. Non, pas du tout. On reprend l'exemple du colorectal, puisque un de nos auditeurs disait qu'on n'en parlait pas assez. On peut très bien avoir un polype et qui ne présente aucun caractère malin. C'est-à-dire que c'est un polype tout à fait bénin, mais la présence de ce polype, parce qu'il sera un peu plus gros, parce que certains éléments vont mettre le gastro-entérologue à l'écoute ou le rendre plus attentif, cette personne va finir par être suivie par un gastro-entérologue qui réalisera des coloscopies de façon régulière et qui fera que cette personne, même avec un risque de développer un cancer du côlon, n'en aura effectivement jamais. C'est le but de dépistage, c'est de trouver dans la population générale les quelques personnes qui malheureusement, pour des causes génétiques, alimentaires, enfin il y en a plusieurs, développent des cancers, les repérer et permettre à ces personnes-là d'être suivies de façon optimale pour qu'elles n'aient pas de problème grave avec cette maladie. Marie-Christine de Basse-Terre demande comment elle doit faire si elle ne reçoit pas son invitation, quelle démarche faire? Elle appelle au 05 90 38 15 03 ou elle peut aller sur la page Facebook du centre de dépistage CRCDC 971. Elle peut voir son médecin traitant qui est tout à fait au fait des modalités d'invitation. Et souvent, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est des informations qui ne sont pas transmises à la sécurité sociale, notamment des changements d'adresse. Très très bien. On va faire un petit tour de table, hein, puisque ce soir, l'objectif c'était d'informer sur les dépistages, particulièrement les dépistages organisés, dédramatiser un petit peu, puisque parfois on a très peur, on a très très peur, et puis rassurer.
au maximum nos téléspectateurs. On va faire un petit tour de table pour que vous puissiez leur dire quelques mots, toujours dans cet esprit de rassurer, cet esprit d'informer, et puis le maître mot, prévention. On va commencer par Dr Gaumont. Alors moi je dirais que le dépistage va permettre effectivement de détecter très vite des lésions et une prise en charge qui va être optimale. Donc il ne faut pas avoir peur du dépistage. Au contraire, il faut y aller. Merci Dr Gaumont, merci d'être venu. Avec plaisir. On va demander à Madame Anna Samy, sage-femme. Eh bien, moi je dirais que venir minimum une fois par an voir une sage-femme, en dehors de la grossesse, puisque pendant la grossesse, elles vont venir me voir plus souvent, mais au moins une fois par an, venir voir sa sage-femme, eh bien, c'est comme si on allait voir son médecin traitant très souvent. Et c'est un temps de parole, on va prendre le temps de discuter avec elle, on va peut-être revoir un petit peu les enfants qui grandissent ou pas, ça fait un temps un peu convivial et là on en profite pour vérifier qu'elle est en bonne santé. Et puis c'est souvent ce petit côté plus proche de la sage-femme, la personne à qui on peut raconter quelque chose ou à qui on peut dire les choses plus facilement, c'est ça aussi, hein, ça c'est important. Hein. C'est important. Cette proximité. C'est important, on va prendre le temps. Plus de temps, on a peut-être moins de cabinets aussi pleins que les médecins généralistes ou que les gynécologues obstétriciens. Et nous, ben voilà, donc elles peuvent venir nous voir peut-être plus facilement, peut-être, qu'elles osent venir voir la sage-femme. Et après, on va peut-être aussi travailler beaucoup avec le gynécologue obstétricien et avec le médecin généraliste. C'est important. Merci beaucoup. On va, si elles n'osent pas, qu'elles viennent déjà nous voir et puis nous, on va les porter après pour la suite. Merci. Merci beaucoup, Madame Anna Samy. Docteur Hameau, médecin généraliste, alors on l'a dit, hein, le médecin traitant est souvent le médecin le plus proche du patient puisque vous accompagnez, alors vous savez des choses, vous accompagnez pendant et puis s'il y a quelque chose, vous êtes aussi là après. Oui, et puis pas seulement pour le patient, parfois pour le patient et pour la famille. Et la famille, les aidants, ceux qui entourent le patient. Tout à fait, tout à fait. C'est un large, c'est très étendu, c'est très large, hein, le rôle du médecin traitant, puisque c'est vrai qu'il accompagne dans la prévention, dans le dépistage, la prévention sous toutes ses formes, hein, savoir dire à quel moment il faut faire des examens, savoir parler de nutrition par exemple avec les patients, parce qu'on sait très bien qu'il peut y avoir des problèmes de nutrition et risque de cancer aussi, hein, ça il ne faut pas l'oublier. Donc c'est vrai que le médecin traitant a sa palette est très large, vraiment, et c'est vrai que il doit accompagner, dans l'annonce aussi, dans l'annonce de la maladie. Il ne faut pas l'oublier quand on a dépisté. Après, il faut annoncer, malheureusement. Et il y a dans cette annonce, cet accompagnement, ce suivi, c'est très large en tout cas. C'est pour cela que souvent on dit qui d'autre hein, que le médecin traitant pour accompagner au mieux son patient. Et bien c'est vrai, c'est celui qui est un petit peu le plus proche du patient et de la famille aussi, hein, et de la famille. Docteur Boris Espian. Alors moi je dirais simplement que plus de la moitié de la population ne participe pas au dépistage organisé. Donc on a, comme diraient certains dans le milieu commercial, on a une marge de progression très très importante. On peut faire beaucoup mieux. Je pense qu'il faut que la population dans son ensemble, mesdames, mais aussi messieurs, comprennent que leur santé est entre leurs mains. Et qu'à partir du moment où on fait un dépistage, on participe à un dépistage organisé, c'est se mettre c'est comme si on se donnait un atout pour vivre longtemps en bonne santé. Parce qu'il s'agit, on voit que nos espérances de vie augmentent. Il ne s'agit pas de vivre ces dernières années avec un traitement difficile qui complique l'existence, alors qu'on aurait pu, par un acte de prévention et de dépistage, trouver une lésion toute petite qu'on aurait surveillée et qui aurait permis qu'on vive en bonne santé les dernières années qu'on a à vivre. Alors ce que vous êtes en train de nous expliquer, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, on reçoit l'invitation. C'est gratuit.
et malgré ça, la personne ne fait pas l'examen. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. C'est ce que je dis, parce que je pense que le mot cancer fait peur à beaucoup de gens. Ils pensent que parce qu'ils vont faire l'examen, ils risqueraient d'avoir une mauvaise nouvelle. Dans la très grande majorité des cas, les gens sont rassurés, puisqu'en fait, dans la très grande majorité des cas, il n'y a pas d'anomalie. Et même quand il y a une anomalie, je prends par exemple le dépistage du cancer du sein. On va trouver une anomalie dans un sein et les radiologues vont décider de faire quelques prélèvements complémentaires. Et au bout de ce chemin, on va dire « Ah ben non, c'était bénin, il n'y avait rien de grave ». Donc en fait, la très grande majorité des cas aboutissent à des situations où on peut avoir l'esprit tranquille après. Donc il faut profiter des dépistages organisés, ça coûte de l'argent à la société, c'est dommage de ne pas en profiter. De ne pas en profiter. Ben écoutez, j'espère que le message est passé. Si vous recevez votre invitation, eh bien, vous n'avez qu'une seule petite démarche à faire. Eh bien, c'est de faire l'examen, tout simplement. Et le plus souvent, c'est très simple. Hein. On a un petit peu dit comment ça se passe pour les trois dépistages organisés. C'est relativement simple. Faites-le. Ça peut vous aider à aller mieux, et ça peut aussi vous rassurer. Vous montrer qu'il n'y a rien, tout va bien. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est pour votre santé. Merci. Merci à vous, nous arrivons déjà à la fin, vous voyez, ça passe très vite. Merci, docteur Gaumont, merci beaucoup, madame Anassami, merci, docteur Hameau, merci, docteur Boris Espian. Et puis, juste avant de terminer, je voudrais saluer toute l'équipe du docteur Glode au CHU de la Guadeloupe, le service radiologie qui a accueilli ce matin une équipe de Canal 10 pour un reportage. Et vraiment, nous avons été très bien reçus. Merci à toute l'équipe. Bonne soirée à vous et puis on se donne rendez-vous jeudi prochain, 20h, 21h pour votre émission Santé 10, même la même télé sur Japonette.